l'origine de la conception de la sécurité sociale, c'est la solidarité ouvrière librement organisée. Comment a-t-elle cheminé? Est-elle encore la sécurité sociale voulue par la CGT de la résistance? À l'heure où tout se banalise, que reste-t-il de la connaissance de la sécurité sociale? On pense assurance, mais une assurance quelconque. On pense à une boîte aux lettres où on dépose son dossier, la fameuse feuille de soins. On pense aussi à Amélie, avec qui on peut correspondre. Aussi, sinon de vous convaincre, je vais essayer de vous intéresser à ce qu'est véritablement la sécurité sociale. Commençons par dire, je pense, que la solidarité collective n'est pas innée. Ce sont les conditions de vie et de travail qui aboutissent à la mise en œuvre de la solidarité. Imaginons, bien que ça va paraître difficile que vous m'imaginiez en charpentier, je suis compagnon charpentier. Nous sommes au XIXe siècle. Les conditions de travail, comme on a pu l'apprendre, beaucoup d'entre nous ont pu l'apprendre, sont très difficiles. Les journées de travail sont très longues. Il n'y a quasiment pas de jours de congé. En gros, c'est la misère. C'est la misère dans ce qu'elle a de plus épouvantable, puisqu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Est-ce que j'aurai encore un bout de logement? Enfin, si on peut appeler ça un logement, c'est bien souvent un taudis. Est-ce que je serai encore suffisamment en forme pour aller travailler? Est-ce que je pourrai nourrir en définitive ma famille? Et ça, ce sont des préoccupations permanentes que nous avons entre compagnons quand nous nous rendons au travail, parfois pendant les pauses quand nous sommes au travail et aussi quand nous revenons du travail. Nous ressassons nos conditions de vie qui sont épouvantables. Et comment y faire face le mieux possible? Et c'est là que va naître cette idée fantastique qui va cheminer jusqu'à nos jours de la solidarité organisée. C'est-à-dire que nous allons prendre la décision, entre compagnons, de nous cotiser, de mettre dans une petite boîte une part de notre salaire pour faire face aux mauvais jours. Lorsque l'un d'entre nous sera malade, accidenté, voire au chômage. Et c'est comme ça, en définitive, que va naître la grande idée d'entraide dont nous allons suivre le cheminement. En fait, c'est une solidarité de construction. Ce n'est pas une solidarité qui tombe comme ça du ciel. La solidarité, il faut l'associer à la dignité. Si j'ai décidé, avec mes compagnons charpentiers, de mettre quelque chose de côté, un peu d'argent de côté, chaque mois, eh bien, c'est pour rester dans la dignité. Je n'attends pas après l'autre. Je n'attends pas un geste de commisération qui viendra des bonnes œuvres de ceci, des bonnes œuvres de cela. Je suis solidaire de mes compagnons de travail. Nous sommes solidaires des uns et des autres. Nous nous entraînons. En fait, au travers de ce que je viens de vous expliquer, vient de naître la notion du salaire différé qui, encore aujourd'hui, paraît parfaitement abstraite parce qu'on a perdu de vue, effectivement, la racine de ce salaire différé. Ce morceau de salaire que j'ai détaché de ce que je gagnais, je l'ai différé pour venir en aide à mes compagnons de travail. Et ça, c'est un élément fondamental. Si chacune d'entre nous dans ce pays pouvait avoir cette seule notion en tête quand il pense à la sécurité sociale, certainement que les choses iraient bien mieux. Un mot pour dire que l'on ne peut pas dissocier les principes républicains de la sécurité sociale. Parce que
dans sécurité sociale, on le retrouvera plus tard, il y a la liberté, mais cette liberté, je l'acquiers parce que j'ai accepté sur le plan de l'égalité de cotiser pour que j'ai un retour. Et on pourrait ajouter que ce retour, je l'exerce dans la fraternité. Donc nous sommes parfaitement dans les principes républicains. Préciser aussi au stade où nous en sommes, que quand ce salaire est mis de côté pour les mauvais moments, pour les mauvais jours, pour faire face à la maladie, eh bien, j'ai créé ce que l'on appelle la répartition. On répartira cette partie de cotisation entre tous ceux qui ont cotisé. Et cette démarche va s'opposer au fil des années, et aujourd'hui ça s'oppose encore plus, ou tout au moins il y a des pressions pour qu'un autre système supplante la répartition, c'est le système dit de capitalisation. Ce système, c'est quoi? Eh bien, chacun prend une assurance, cotise plus ou moins, enfin c'est plus une cotisation, c'est une police d'assurance qui comprend les sommes à payer, et ces sommes, l'assureur va les placer sur le marché. Donc là, on est en plein dans le capitalisme pur et dur. On pourrait citer au passage les fonds de pension avec tout ce que ça peut amener, parce qu'on est complètement dans l'incertitude. Pas pour tout le monde, parce que ceux qui sont dans ce système en tirent le principal bénéfice. Donc on peut dire que la répartition, c'est la solidité, c'est la véritable solidarité, et que la capitalisation, c'est l'aventure. Le 5 avril 1928, et là je prends ma petite note si vous le voulez bien, c'est la promulgation des lois sur les assurances sociales obligatoires. C'est une première étape, et elle va être soulignée comme ça par des syndicalistes. Cette loi leur semble imparfaite et insuffisante, mais elle répondait à une campagne insistante de Jouhaux, Léon Jouhaux, de la CGT, et sa mise en application ne se fera qu'en 1930. On passe très rapidement du 19e siècle, avec ce qui a été expliqué précédemment, à cette première pierre posée sur la mise en place des assurances sociales. Là va apparaître un syndicaliste que l'on méconnaît, je dirais plutôt que l'on veut méconnaître, enfin que certains veulent méconnaître. Il s'appelle Georges Buisson. Georges Buisson. Et ça résonne d'autant plus ici que nous avons un Ferdinand Buisson chez les libres penseurs qui a marqué l'histoire tant de la libre pensée, mais bien d'autres histoires aussi. Alors Georges Buisson, il est à la CGT et il travaille les dossiers concernant l'assurance sociale, les assurances sociales. Et il a cette formule dès l'origine. Les assurances sociales, pour ne pas être le fruit avarié d'un paternalisme patronal, doivent être contrôlées par les salariés eux-mêmes. Ça, c'est un élément, si vous le permettez, que je mets de côté, parce qu'il va être le cheminement de ce que je voudrais vous exposer. La résistance syndicale sous l'occupation. Alors vous allez me dire, mais que vient faire la résistance syndicale sous l'occupation sur un exposé concernant la sécurité sociale? Eh bien, vous allez voir qu'elle y trouve une place importante, puisque en fait, c'est un travail qui a été fait pendant la résistance qui va aboutir à la sécurité sociale que nous connaissons aujourd'hui. Les choses ne s'installent pas comme ça.
les syndicalistes ne s'organisent pas du jour au lendemain dans la résistance. Il y en a, disons, qui s'organisent dans la résistance plus ou moins vite et de différentes manières. Restons aux faits les plus connus, ou ceux qui devraient être les plus connus. Il y a un manifeste des 12, le 15 novembre 1940. 9 CGT, 9 camarades de la CGT et 3 de la CFTC sont réunis et prennent un manifeste pour dire, voilà, nous on ne peut pas accepter l'occupation, on ne peut pas accepter Vichy, et on veut continuer d'une manière ou d'une autre à faire vivre le syndicalisme. Voilà les grandes orientations qui sont contenues dans ce manifeste. Ce manifeste va aboutir au fil du temps dans un groupe de résistants, Libération Sud. Je passe sur les détails, bien que ce serait intéressant de les évoquer, puisque dans Libération Sud, il y a un acteur qui s'appelle Léon Jour, qui va aider à que tout ça se construise, pas seulement avec des résistants d'origine politique, mais aussi avec des syndicalistes. C'était utile que je le souligne. Il y a aussi Libération Nord. Libération Nord, là, il y a beaucoup plus de syndicalistes. Ça devrait faire l'objet d'un autre chapitre, je ne vais pas m'étendre non plus. J'en viens rapidement à ce qui va se passer concernant la sécurité sociale. Cette naissance est préparée dans la clandestinité. Elle va être difficile. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, tel qu'on pense qu'il y a unanimisme sur la sécurité sociale. Or, à l'époque, en plein milieu de la guerre, sous l'occupant, il n'y avait pas unanimisme sur la sécurité sociale, tout au moins sur la façon de la mettre en œuvre. Il faut le savoir, et d'ailleurs, ça va apparaître très rapidement. À nouveau, Georges Buisson, je vous fais grâce de ses allers-retours entre Alger, entre tel groupe de résistants, etc. Georges Buisson rédige un projet particulièrement précis sur la sécurité sociale. Je souligne ça parce que vont apparaître d'autres personnages, notamment Parodi, Larocque, Mécroisat, et ces personnages sont mis dans la lumière. On va toujours les chercher à chaque fois qu'on doit parler de la sécurité sociale, qu'on doit faire un exposé, qu'on doit fêter un anniversaire. On va chercher particulièrement ces personnages. Alors il y a des intérêts à aller les chercher. On verra peut-être ça tout à l'heure. Mais Georges Buisson, c'est lui qui écrit précisément ce que devrait être la sécurité sociale. Et qu'est-ce qu'il met de principal dans son texte? Gratuité des soins. C'est une création ouvrière, elle doit être gérée par les seuls travailleurs. On revient à ce qu'il a déjà indiqué dès les années 20. Il propose donc la gestion par les assurés. Et il souhaite que la sécurité sociale soit une couverture de l'ensemble, c'est-à-dire vieillesse, maladie, famille. Ça aussi, c'est un élément à ce stade qu'il faut retenir, puisque l'on va voir que les choses vont être chamboulées. En 1944, il y a une charte de la résistance. Tout le monde a entendu parler du Conseil national de la résistance. Eh bien, en son sein, il y a un travail qui est fait,
qui donne lieu, dans un premier temps, ce qui s'appelle encore la charte de la résistance. Et il est indiqué que les assurances sociales couvrant tous les risques de maladie et d'accident étendus à l'ensemble du monde du travail soient gérées par les représentants des intéressés. Vous voyez, on garde encore cette référence. Georges Buisson, une première fois il dit, une deuxième fois il dit, et il redit. Le 15 mars 1944, le programme du Conseil national de la résistance est adopté à l'unanimité. Alors ça a dû, comment dirais-je, est assez difficile pour obtenir cette unanimité. Et il est ajouté à ce que je viens d'indiquer, à savoir que la sécurité sociale doit être gérée par les représentants des intéressés, il est ajouté et de l'État. Ça y est, on a glissé dans une idée qui était parfaite par rapport à l'objectif initial poursuivi, on a glissé et de l'État. Le 6 décembre 1944, il y a un projet d'ordonnance de 88 articles rédigés par Buisson. Tout au moins, s'ils ne sont pas rédigés, c'est les idées de Buisson. Certainement que Parodi, Larocque, qui sont des hauts fonctionnaires, travaillent les textes, c'est manifeste. Et ces 88 articles portent sur la sécurité sociale et ils sont présentés une première fois le 24 juillet 1945. Au travers de ce projet est reconnu aux travailleurs, parce que c'est la sécurité sociale qui va voir le jour, mais c'est en même temps, et ça c'est important pour tous les syndicalistes, pour tous les salariés, c'est la reconnaissance qu'ont les travailleurs de s'organiser, de se cotiser et de gérer leurs cotisations. Parce que c'est leur argent. Et ça, c'est quelque chose de colossal. À ce stade, on peut apporter une conclusion provisoire en disant que la sécurité sociale, c'est l'œuvre des syndicalistes. Et on pourrait ajouter l'œuvre des syndicalistes de la CGT confédérée. On ne va pas rentrer dans l'histoire du mouvement ouvrier, particulièrement syndical. Il est assez connu. On pourrait y revenir si c'est nécessaire. En fait, aujourd'hui, ici, l'ancien secrétaire confédéral de la CGT-FO que je suis peut dire, et Marc Blondel l'a suffisamment asséné, que le véritable père de la sécurité sociale, c'est Georges Buisson. Et d'ailleurs, si on lit un peu, on s'aperçoit que ça commence à poindre, que ce n'est plus Ambroise Croizat ou Pierre Larocque ou seulement Parodi. On les associe pour le moins aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, hier, on les dissociait. Tout au moins, on mettait dans l'ombre Georges Buisson. Contrairement à ce que Georges Buisson voulait, contrairement à ce qui était dit dans les travaux du Conseil national de la résistance, il n'y aura pas de caisse unique. Il n'y aura pas de caisse unique parce qu'il y a au moins un parti qui s'y oppose, sinon deux, le PC et le MRP. Croizat du PC qui devient ministre du Travail, ça, on savait les choses assez communément concernant que l'âge pour bénéficier de la retraite passe de 60 à 65 ans. Ça, c'était assez connu. Ce qu'on connaît moins, c'est qu'il fait passer des 2/3 à la moitié les représentants des salariés dans les conseils d'administration. On était aux 2/3 pour les salariés
un tiers, ça spécifiquement pour les allocations familiales. Les allocations familiales, d'ailleurs, qui au passage vont avoir leur caisse indépendante parce qu'il y a une montée au créneau du MRP, mais aussi d'autres forces qui viennent de ce milieu-là, c'est-à-dire des milieux catholiques. La sécurité sociale, à partir de là, va générer des changements fantastiques dans la vie de tous les jours. Il y a une inquiétude de moins, et pas qu'une mince inquiétude. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose, eh bien, je pourrais avoir des soins. Ma famille pourra avoir des soins. Je pourrais bénéficier d'aide pour mes enfants. Et puis aussi, lorsque j'arriverai à la retraite. Mais retenons un élément. On peut dire que si l'espérance de vie aujourd'hui, tant pour les hommes et les femmes, est arrivée au niveau que l'on connaît, eh bien, la sécurité sociale y est pour beaucoup, puisque l'accès aux soins a été systématisé d'une certaine manière et que ça a produit cette avancée considérable. Arrivons très rapidement aux ordonnances de 1967, où Georges Pompidou était Premier ministre. On va séparer les risques, c'est-à-dire la grande idée de faire une sécurité sociale qui couvre l'ensemble des risques est passée à la trappe. Et là, chacun va aller dans sa sphère. Chaque situation va aller dans sa sphère. Et on va aller encore plus loin en termes, disons, de retrait, de mise à la porte quasiment, la représentation des intéressés, c'est-à-dire des assurés sociaux, c'est-à-dire des salariés, les cotisants, les vrais cotisants, puisque les patrons obtiennent là la moitié, le patronat obtient la moitié de représentants au sein des conseils d'administration. Parenthèse, il est souvent dit charge sociale. On ne parle plus de cotisation sociale. Les mots, les phrases ont un sens. C'est-à-dire qu'on noie les cotisations dans une formule charge sociale. Et ça, c'est volontaire. La cotisation, ça a un sens, chacun cotise. Et ça, on veut le faire disparaître, on a voulu au fil du temps le faire disparaître. Et précision, le salaire différé dont on parlait dès le début de mon intervention, c'est une partie de mon salaire que je mets de côté pour au cas où. Mais dedans, on ne va pas aller regarder s'il y a la part patronale, s'il y a la part salariale. C'est une partie de mon salaire que j'ai décidé de mettre de côté. Eh bien aujourd'hui, dans la tête de chaque assuré social, ça devrait être la même chose. Ils devraient considérer que c'est une partie de leur salaire qu'ils ont mis de côté. Si demain, par aventure ou par volonté, on le verra tout à l'heure, nous devions remettre sur ces rails, les rails d'origine de la sécurité sociale, eh bien nous serions en mesure, nous les assurés sociaux, nous les salariés, de dire au patronat, mais attendez, tout ce qui est payé comme cotisation, que ce soit pour les caisses d'allocation familiale, que ce soit payé pour les accidents du travail, que ce soit payé pour la maladie, pour la vieillesse, je repars avec. Sur 1 000 €, si 60% de ces 1 000 € partaient en cotisation via les URSSAF, eh bien, moi, je demande demain à repartir de votre entreprise avec 1 600 €. Et j'en ferai ce que je voudrais. Je cotiserai avec qui je voudrais.
C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Parce que si on ne se met pas ça dans la tête, on sera toujours avec le poids de cette idée que ce sont des charges. Mais c'est nous qui devons décider, parce que ce sont nos droits à la sortie qui sont en cause. En 1995, c'est plus proche de nous, donc nous avons dû nous retrouver manifestement dans les mêmes manifestations contre le plan Juppé. Et là, c'est un nouveau pas de mise sous tutelle de la sécurité sociale. Marc Blondel aura cette formule, c'est le plus grand rap de l'histoire de la République. Quand il dit ça, tous ceux qui entendent ça ne connaissent pas ce que je viens de dire. Parce que s'ils avaient pu connaître exactement ce que je viens de dire, ils auraient compris qu'on venait, une fois de plus, de mettre la main sur ce qui nous appartient. Enfin, c'est ce qui appartient aux assurés sociaux, ce qui appartient aux salariés. C'est ça qu'il y a derrière cette formule. Marc Blondel se pose la question donc de la réappropriation de la sécurité sociale. Il dit que la sécurité sociale ne doit pas être une succursale, une filiale de l'État. Ouais, c'est toujours la même chose derrière. C'est-à-dire que ces syndicalistes, et avant que ce soit les syndicalistes qui s'emparent de cette idée de solidarité, ceux qui l'avaient mis en œuvre avec leurs moyens de l'époque, eh bien, elle est toujours là. Le budget de la sécurité sociale aujourd'hui est voté par le Parlement. Hier, avec mes compagnons de travail, on se réunissait et puis on décidait combien on mettait au pot. Ce n'est pas le Parlement qui s'occupait de nos affaires, parce que c'était notre salaire. Vous voyez le fossé qui a pu se créer tout au fil de ces années. Aujourd'hui, le budget de l'État, en 2016, c'est 373 milliards. Au passage, pour 300 milliards de recettes. C'est-à-dire que l'État présente un budget avec 73 milliards de déficit, dont on va reparler dans un instant. En 2015, pour le seul régime général, le budget de la sécurité sociale, comprend la maladie, accident, vieillesse, était de 348 milliards. Un peu plus de 348 milliards. Déjà, notons. Et ça, il faut bien enraciner cette mesure, que le budget de la sécurité sociale du régime général, et on pourrait ajouter d'autres régimes, est quasiment équivalent avec le budget de l'État. Alors vous pensez bien que ça génère des appétits. On a parlé de la capitalisation tout à l'heure. Si on réduit le budget qui est consacré au régime général, eh bien, ce sont les assurances privées qui sont là, qui s'impatientent, qui piaffent, qui font de la publicité à la télévision pour s'emparer du marché. Le déficit en 2011, des références qui n'ont pas beaucoup évolué en pourcentage. L'État, par rapport à son budget, était en déficit de 45%. Vous notez bien ça. Et la sécurité sociale, telle qu'on vient de la voir, de 2,26%. Alors le trou de la sécurité sociale, ce n'est pas les assurés sociaux qui le creusent, c'est l'État qui interdit aux assurés sociaux de cotiser comme ils voudraient cotiser pour ce qui est de leur protection. En 2014, l'État fait un déficit de près de 75 milliards d'euros et la sécurité sociale 9,3, sur des sommes quasiment équivalentes. On voit tout de suite les choses. Autre indication, le financement de la Sécu. En 1990, ça c'est une indication très importante,
les cotisations sociales couvraient 87% du budget de la sécurité sociale. Vous entendez bien, 87%. En 2012, ça ne couvre plus que 66%. C'est-à-dire que tout à petit, et ça s'est accéléré, excusez-moi, eh bien, l'État a fait dévier l'idée originelle de cotisation, en définitive, depuis l'arrivée de la fameuse CSG qui a été portée sur les fonds baptismaux, si je puis dire, par Michel Rocard. Nous sommes passés de 5% de CSG pour payer la sécurité sociale à 30%. D'ailleurs, quand vous ajoutez 30% à 66%, vous arrivez quasiment à 100%. Il ne faut pas aborder la question de la sécurité sociale sans parler du traité de Maastricht. Parce que ce traité va décider que chaque pays va devoir se conformer à des critères européens de convergence. Tout ça, c'est du jargonnage, mais qui veut dire quelque chose. Hier, il n'existait comme référence que le budget de l'État, pour ce qui concernait l'État. Et avant-hier, le budget de la sécurité sociale, ça concernait que la sécurité sociale. On a vu que tout ça est déjà mélangé. Eh bien, depuis ce fameux traité de Maastricht, il faut ajouter au budget de l'État les dépenses concernant la protection sociale en général, donc la sécurité sociale, mais aussi tout ce que produisent les mutuelles, tout ce que produisent les mutuelles, tout ce que produisent les systèmes de prévoyance. Il faut aussi faire rentrer dans le cadre, et ça va vous ouvrir encore la réflexion, il faut faire rentrer aussi les déficits des collectivités locales. Là, on commence à un peu mieux comprendre. Donc, si le déficit cumulé, celui de l'État, de la protection sociale et des collectivités locales, est supérieur à 3% du PIB, eh bien le pays est en dehors des clous. Quand on sait que ce niveau de 3% aurait été fixé d'une façon arbitraire en une discussion entre un technocrate à la demande du président Mitterrand, on pensait à l'origine que c'était le gouvernement allemand qui avait décidé, dans le cadre de la Banque européenne, de dire il faut de la rigueur, donc il faut fixer des choses assez précises et fortes pour faire comprendre qu'on ne peut pas dépenser au tort et à travers. Non, l'idée serait venue de France à la demande du président Mitterrand, ce qui nous en met encore un peu plus un coup derrière la tête. Donc, évidemment, on va chercher comme motif que nous ne respectons pas les critères de convergence pour taper encore un peu plus sur la sécurité sociale. C'est quand même fantastique. C'est elle qui est la moins en déficit par rapport principalement au budget de l'État, et c'est la sécurité sociale qui doit prendre plein pot, alors qu'on lui fait supporter des tas de choses. Nous ne rentrons pas dans les détails. Donc nous sommes complètement à côté de ce que tout le monde devrait savoir. Et ça, malheureusement, il faudrait que ce genre de conférence, ce genre d'intervention puisse être faite beaucoup plus souvent auprès des intéressés. Alors la Sécu, bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'elle est à nous. En 1995, un des slogans, c'était de dire « la Sécu, elle est à nous ». Et on leur répétait avec force et on clamait retrait du plan Juppé. Oui, sauf qu'on n'a pas obtenu le retrait du plan Juppé et que la Sécu est de moins en moins à nous. Donc, il faudra donc
que nous nous le rapproprions. C'est difficile. Et se la rapproprier, c'est d'abord faire connaître ce qu'est l'origine de la sécurité sociale. C'est incontestable. On ne peut pas emmener des gens à la réflexion si on ne va pas sur ce terrain-là. Et ça passera par une volonté syndicale. Ce n'est pas un mince chantier. C'est de dire, on nous a volé, on continue de nous voler, et comment on va pouvoir faire en sorte de ne plus être volé. C'est ça la grande question. Je vous remercie de m'avoir écouté.